Salut les bouseux. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser au drame qui a frappé la youtubeuse Mavachou et ses proches. Mavachou, alias Maeva, est une youtubeuse famille qui a subi une campagne de cyberharcèlement durant 2 ans avant de mettre fin à ses jours le 22 décembre 2021 à l'âge de 32 ans. Elle a divorcé en 2019 de son ex-compagnon, Adrien, avec qui elle a eu des enfants. Ils ont vécu ensemble avec les enfants jusqu'en 2020. Puis son ex-mari, également vidéaste vlogueur, a commencé à répandre des rumeurs de maltraitance envers leurs enfants dont ils partageaient la garde. Ceci allant jusqu'à des accusations de pédophilie envers Maeva et son nouveau compagnon Romain. Les rumeurs ont été répandues, puis amplifiées jusqu'à l'extrême sur les réseaux sociaux. Visiblement, Maeva n'a pas pu supporter la pression et la violence du harcèlement et des calomnies, des accusations publiques et du tribunal de ceux qui se donnent bonne conscience de s'en prendre à une présumée coupable. Je vous mets un lien dans la description vers l'entrevue du veuf de Maeva, Romain, réalisée par Jérém Star. On y apprend notamment que les accusations de pédophilie ont pour origine, pour le dire simplement, le fait que deux des enfants, entre autres, auraient joué entre eux à touche-pipi et qu'ils l'ont raconté jusqu'à ce que ça arrive aux oreilles de l'ex-mari de Maeva. Il a alors prétendu publiquement une origine de pédophilie à cette situation, ceci cumulé à la déformation sur ses réseaux sociaux qui ont par exemple comparé le nouveau couple à Michel Fourniret et d'autres horreurs. Il est normal que des enfants de 5 à 8 ans fassent ça. Cela ne signifie pas qu'il faut laisser faire, cela signifie que ce sont des choses qui arrivent. On remarque alors dans la rumeur un premier point typique. Il y a une part de vrai. Oui, il y a eu quelque chose, mais pas ce que raconte la rumeur. Il devient alors difficile pour les accusés de faire la part des choses devant une foule en colère. Déjà parce que cela revient à reconnaître qu'il y a bien eu quelque chose, donnant la possibilité aux haters de prétendre que tout est vrai parce que les accusés cherchent à minimiser. Et oui, ils sont accusés de choses graves, donc forcément ils vont minimiser, ce qui est bien la preuve de leur culpabilité. Plus l'accusation sera grave et plus on pourra reprocher à l'accusé de minimiser. On ne se retrouve pas dans une démarche de séparer le vrai du faux avant de juger, mais on juge avant de savoir ce qu'on juge. L'important est d'établir une culpabilité la plus forte possible. En effet, le châtiment est sans limite, étant donné que la culpabilité est totale et qu'il n'y a aucun cadre légal. À aucun moment, les harceleurs ne se diront « c'est bon, maintenant ça suffit », car celles et ceux qui le pensent se contentent de laisser la place à celles et ceux qui ne le pensent pas. L'accusé se retrouve alors dans une impasse où plus ce dont on l'accuse est grave, et moins elle a la possibilité de s'en défendre, car plus elle s'en défend, et plus ça sera la preuve que tout est vrai. J'en reparlerai dans une autre vidéo qui fera référence à la mémoire traumatique. Mais il faut savoir que cette impasse est traumatisante, et je pèse mes mots. Le traumatisme est la conséquence d'un événement violent de confrontation avec la mort. Je parle ici de mort au sens large, qui peut être symbolique. Ce qui importe au cerveau, ce n'est pas la réalité, mais c'est sa perception. Or, l'incapacité d'agir face au harcèlement, comme toute autre forme de violence, l'obligation de subir, sont vécues par le cerveau comme une mort symbolique. Et ainsi, quel que soit le contexte et les justifications morales de ce qui est subi, la cible de la dénonciation publique subit un stress traumatique avec les conséquences qui vont avec. De plus, un autre schéma se met en place pour analyser la calomnie. On attaque là où ça fait mal. Maeva était une youtubeuse spécialisée dans la famille, le quotidien, l'éducation des enfants. Et, comme par hasard, c'est là-dessus qu'elle fut attaquée. Les harceleurs cyberflics, juges et bourreaux à la fois, se donnent alors bonne conscience d'être dans le camp de la justice parce que tout est vrai, elle est coupable, ceci en se persuadant, comme on le sait tous, que ce sont les donneurs de leçons qui ont le plus de choses à se reprocher. C'est une idée reçue qui repose sur que dalle. Déjà, cela permet de se rassurer et de ne pas écouter la critique ou les conseils en partant du principe que la critique est forcément hypocrite. Pire, il suffit de réfléchir 2 secondes pour se rendre compte que c'est une prophétie autoréalisatrice, que cette idée reçue se nourrit d'elle-même dans un cercle vicieux. En effet, on exige moralement la perfection aux personnes qui donnent des leçons, des conseils, des critiques. C'est une dérive paradoxale et élitiste de la morale chrétienne qu'on retrouve dans la parabole de Jésus-Christ sur la paille et la poutre.
Alors que Jésus-Christ prévient des dangers de juger les autres avant de se juger soi-même, c'est-à-dire un appel à l'humilité et à l'introspection, la morale en vigueur devient alors qu'il faudrait être parfait pour juger les autres. Ce qui est paradoxal car on se met à juger celui qui est imparfait mais qui juge. Pourtant, qui sommes-nous pour juger son imperfection? Paradoxe. Cette exigence morale est d'une part impossible à tenir car personne n'est parfait et ainsi personne d'autre que Dieu n'aurait à juger et d'autre part cela nourrit la réaction. Un cercle vicieux se met alors en place où la personne qui juge, qui conseille, qui critique devient également celle qui est au centre de l'attention et donc plus susceptible d'être jugée et mise en faute. Si personne ne te regarde, personne ne voit tes erreurs, même les plus grossières. Mais si tu es étudié au microscope, la moindre faille est exposée. Les personnes qui donnent des leçons ne sont donc pas en réalité les plus critiquables, mais les plus critiquées. Comme disait Lao Tse, plus il y a de lois et plus il y a de voleurs. Plus on t'impose de critères à respecter et plus tu risques de ne pas en respecter. Pour notre sujet, dans le cas de Maeva, une situation banale devient dramatique, comme s'il était inconcevable que Maeva puisse être confrontée à une situation banale. Sur le prétexte que Maeva donnait des conseils sur l'éducation des enfants, on lui a imposé d'avoir une vie parfaite jusqu'à l'absurde où la normalité ne peut exister. À cela, on rajoute évidemment le bouche à oreille, les exagérations, les déformations, la mauvaise foi, les appels au suicide et autres messages de haine, et on se retrouve au final avec une femme qui se suicide en ayant bonne conscience d'avoir débarrassé le monde d'une prédatrice sexuelle pédophile, accusée également d'être une perverse narcissique, une manipulatrice, c'est original, et autres calomnies afin de diaboliser. En effet, un troisième schéma se met en place, l'essentialisme et la diabolisation. On ne s'interroge pas sur la culpabilité ni la responsabilité de l'accusé, on n'a pas une démarche de peser le pour et le contre, d'étudier les faits, le contexte et le vécu de la personne comme dans un état de droit. Non, on sait qu'elle est coupable des pires horreurs, et ainsi tout châtiment devient justifié. Cela permet de se présenter comme une bonne personne car on châtie la mauvaise personne. Si je m'en prends à quelqu'un de mal, c'est que je suis bien. L'altérisation et la diabolisation de la cible permettent aux justiciers de se distinguer. Pire, plus ils se montreront violents et sans mesure, et plus ça sera la preuve de leur probité morale. Si tu n'es pas plein de haine contre une pédophile, n'es-tu pas toi-même pédophile? Cela nous amène au quatrième schéma, la culpabilité par association. Dans la vidéo de témoignage, vers 38 minutes, Jérôme Star nous explique comme Maeva se retrouvait isolée. Pour ne pas se faire éclabousser, dans le doute, et sous la pression de la foule aussi, d'autres youtubeuses familles se sont éloignées de Maeva. Et des marques qui la soutenaient ou l'auraient soutenue l'ont également lâchée. L'isolement social et les pertes financières participent à accroître le traumatisme par une mort symbolique, ici une mort sociale et la perte de son image à travers laquelle existait Maeva en raison de son statut. Mais c'est sûrement bien mérité pour sa gueule après tout, c'est une pédophile, elle ne l'a pas volée. Cette culpabilité par association se retrouve également dans les débats houleux qui entourent les dénonciations publiques. Toute défense et même toute mesure devient impossible sous peine d'être accusé à son tour. Ceci poussant alors les gens les plus raisonnables à se taire par crainte de la violence qu'ils pourraient subir. Si vous cherchez à mesurer les réactions, on vous accusera de minimiser la culpabilité de l'accusé, car, rappelons-le, nous sommes dans une démarche de jugement moral et pas d'analyse des faits. Pour raconter une anecdote personnelle, en avril 2020, j'ai vu passer sur Twitter un call-out pour agression sexuelle pédophile. J'ai observé ce qui était dénoncé, j'ai mis de côté les mots placés sur des faits pour m'intéresser aux faits présumés. J'ai alors constaté une sordide histoire d'une meuf de 19 ans qui aurait mis un doigt à une meuf de 16 ans sans, a priori, s'être assurée totalement du consentement de cette dernière. Ce qui nécessite, bien sûr, l'exposition publique. Comme un con, emporté par une volonté de justice, j'ai réagi en argumentant que, bon, quand même, parler de pédophilie, c'est un peu déplacé, c'est même extrêmement violent et complètement faux. La pédophilie, c'est quand on abuse d'enfants prépubères, une fille de 19 ans qui a une relation sexuelle avec une fille de 16 ans, que ce soit consenti ou non, et dans quelque mesure que ce soit, ne peut pas être traité de pédophile. On m'a alors reproché de jouer sur les mots, que la situation était trop grave pour de la sémantique, alors que la situation est grave à cause des mots avec lesquels on la décrit. Puis la personne ayant lancé le call-out,
qui en l'occurrence n'était pas une victime, a commencé à devenir soupçonneuse, à me demander de quoi je me mêlais et à m'accuser à demi-mot de défendre une pédophile. Je n'ai plus rien dit et je me suis éloigné, voyant venir à 100 mètres que la personne avec qui j'essaie de dialoguer allait répandre la rumeur que le bouseux défend une pédophile. Ce qui d'ailleurs n'a pas loupé, il s'agit d'une des nombreuses rumeurs qui circulent sur moi parce que, à ce moment-là, j'ai pris la défense d'une meuf accusée injustement de pédophilie parce que j'ai osé critiquer un call-out. J'ai envoyé un message privé de soutien moral à la jeune femme accusée. J'ignore ce qu'elle est devenue, mais je suppose qu'elle a dû en chier. Et j'ai regardé ailleurs. Je ne suis pas fier d'avoir fui, en quelque sorte, d'avoir abandonné, mais avais-je le choix? Est-ce que je pouvais me permettre de me mettre en danger pour défendre une inconnue? Est-ce lâche de ne pas lutter contre toutes les injustices? Et comment raisonner face à des gens qui ont perdu toute mesure? Un dernier critère est à constater dans le cas des campagnes de dénonciation publique, call-out et autres shaming, l'absence de pardon. Ni oubli, ni pardon, ça ne s'arrêtera jamais car on considère que l'accusé est coupable dans sa nature, que tout son être passé, présent et futur peut se réduire à sa présumée culpabilité. Et enfin, on part du principe que la marginalisation de la société est une méthode pour régler les problèmes. Il n'y a pas de première chance pour s'expliquer et il n'y a pas de seconde chance pour se réhabiliter. Dans le cas de Maeva, bien qu'elle ait subi cela pendant 2 ans, il est encore trop tôt pour s'en rendre compte. Mais je pense que nous pouvons nous mettre d'accord sur le fait que l'étiquette de pédophile, de mère indigne, perverse narcissique, etc., cette étiquette ne lui sera jamais retirée. Imaginons qu'elle soit innocentée de toutes les accusations et que des responsables du harcèlement soient reconnus coupables de diffamation, il y en aura toujours pour continuer. Il y a fort à parier qu'elle le savait très bien et qu'elle n'a pas pu surmonter ce désespoir. Entre parenthèses, imaginons également que l'enquête en arrive à la conclusion que, bon, en fait, tout était vrai, ça ne justifierait pas le harcèlement. Quoi qu'il en soit, la situation dramatique subie par Maeva n'a pas surgi spontanément d'une foule en colère, armée de fourches et de torches, qui serait responsable de tous les malheurs du monde. Notons également que ce n'est pas la faute aux réseaux sociaux, ils n'ont pas inventé les rumeurs et les jugements de foule, ils n'ont fait que déplacer et amplifier ces phénomènes. On n'est pas obligé d'avoir une opinion sur tout. On peut suspendre son jugement. D'ailleurs, on devrait le faire plus souvent. Seulement, dans certains cas, suspendre son jugement consiste à laisser agir les plus forts, ou les plus violents, ou les plus malsains, qui ne sont pas forcément les personnes dans leurs droits. Contre le harcèlement, il serait paradoxal de devenir une foule en colère contre les harceleurs ou harceleurs présumés, ce qui est aussi une manière de se donner bonne conscience. Pour autant, on ne peut se contenter de se laisser aller au fatalisme et à l'apathie, voire au cynisme, de se contenter de se dire que le monde est injuste et c'est comme ça, faut s'y faire. Le fait est que le call-out à l'encontre de Maeva a pour origine son ex-compagnon, comme on le constate dans le témoignage en description. Les accusations qu'il porte n'ont pas débuté alors qu'ils étaient encore ensemble. Ce n'était pas non plus la cause de leur rupture, ce qui serait un enchaînement logique pouvant exclure la piste de la malveillance. Non, ces accusations ont eu lieu après. Comme le dit Romain, une enquête est en cours. Dernièrement, le domicile d'Adrien a même été perquisitionné. Du vivant de Maeva, plusieurs plaintes pour notamment harcèlement moral et provocation au suicide ont été déposées sans succès. Une dernière a été déposée le jour de sa mort. Ce que je vais dire s'inscrit, je pense, dans le cadre de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence nous empêche d'accuser les gens tant qu'ils n'ont pas été jugés, mais ça ne nous empêche pas de nous faire une opinion avec méthode. Le fait est que le comportement de l'ex-compagnon de Maeva n'est pas cohérent. Il n'est pas cohérent entre ses paroles et ses actes. Dans ses paroles, ses propres enfants seraient victimes de maltraitance et de pédophilie, et dans ses actes, il se contente de répandre ses rumeurs à ses abonnés. D'un côté, la situation serait extrêmement grave, et de l'autre, on y réagit surtout par des paroles, des tweets, des stories Instagram, des Twitch, comme si le plus important finalement était avant tout de gagner à sa cause l'opinion publique et de salir l'image de l'accusé. Si on rajoute à cela la chronologie, c'est-à-dire que les accusations sont portées une fois la rupture consommée et pas avant, ce qui ressemble foutrement à une vengeance,
Plus des attaques personnelles et gratuites, voire outrancières, sans rapport avec les accusations. Un véritable acharnement, épier ses moindres faits et gestes afin de les juger, faire la liste des supposées conquêtes de son ex-femme, la discréditer en l'accusant d'une sexualité excessive, ou encore l'accuser de cacher de l'argent au fisc, ou la psychologiser comme étant une perverse narcissique manipulatrice. Ceci cumulé enfin à son incitation active au mouvement de foule. Avec tout ceci, on ne peut qu'en arriver à la conclusion qu'il n'est pas juste en train de commettre une erreur de jugement et que ces dénonciations ne sont pas portées par une volonté sincère de justice. Comme j'ai déjà pu le dire dans l'œil du bouseux numéro 12, on aurait tort d'avoir une approche binaire et sans la moindre nuance des tribunaux sur Internet, consistant à dire, comme AstronoGeek, que tout ça, c'est la faute aux SJW, des réseaux sociaux, de la cancel culture, qui sont vraiment très très méchants et que ça nous rappelle la terreur de la chasse aux sorcières par les nazis de l'Inquisition. Cette explication simpliste, qui ne résiste pas à l'épreuve des faits, permet de se dédouaner, d'altériser en rejetant la faute sur un camp politique, un bouc émissaire diabolique et fantasmé et auquel on n'appartient pas, afin de ne pas se remettre collectivement en question. Les campagnes de shaming sur Internet sont le fait de l'ensemble de la société. On aurait tort d'en rendre responsable un certain groupe, tout comme on aurait tort de croire qu'un certain groupe, le nôtre, en serait immunisé. Notez que le livre La honte de John Ronson traite de ce phénomène. Dans l'exemple de Maeva, de sa dénonciation publique par son ex et du harcèlement que cela a provoqué, pas besoin d'être de gauche ou de droite pour s'emporter contre une personne accusée d'inceste pédophile, et ainsi de se croire dans le camp des justiciers en participant d'abord à sa mort sociale symbolique, qui a abouti à sa mort tout court, tout en étant persuadé d'agir pour la bonne cause en faisant disparaître une mauvaise personne de la société en excluant arbitrairement une menace. Je ne suis pas naïf au point de croire que je peux raisonner une foule en colère, ni qu'à moi tout seul je vais changer les choses par la force de mes arguments. Mais il est difficile d'en faire le deuil et de se résoudre au fatalisme, car si on n'est pas sûr de pouvoir changer les choses, ce qui est sûr c'est qu'en n'essayant pas, on ne pourra jamais savoir si c'était possible. Des gens meurent régulièrement à cause du cyberharcèlement, en particulier à l'adolescence. Toutes ces personnes ont été accusées des pires horreurs du point de vue des harceleurs. Ces harceleurs n'avaient pas forcément conscience de participer à un mouvement de foule, mais toujours ils étaient sûrs de leur bon droit de s'en prendre à une personne mauvaise, toujours mettent-ils en avant la présomption de culpabilité pour se justifier. Pourtant, si vous considérez que la différence entre vous et des harceleurs, c'est que votre cible est coupable, alors il n'y a aucune différence car les harceleurs pensent la même chose.